Merci beaucoup de votre présence. Je vous avoue que c'est une vraie émotion pour moi de revenir sur une vraie scène après des heures et des heures, un nombre incalculable de webinars en un an et demi. D'ailleurs, vous inquiétez pas, il y en aura encore pour ceux qui me suivent sur Internet. Vous pourrez encore me voir depuis mon bureau au grenier, au 2e étage chez moi. Mais c'est un vrai bonheur d'être sur une vraie scène avec des vrais gens. Et en plus, à la Cité des Congrès à Nantes, j'ai pu venir en vélo, je suis à domicile. Quel plaisir donc pour moi d'être ici ce matin. Alors je vais me présenter rapidement. Je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Ça fait 20 ans que je suis dans la data, 20 ans chez Business et Décision par ailleurs. Et mon rôle est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience partout, sur toutes les géographies où on intervient, sur tous les secteurs où on intervient, pour vous en faire ensuite bénéficier au travers d'un certain nombre de dispositifs, notamment cette conférence aujourd'hui. Et puis j'ai donc aussi écrit un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo » et duquel je vais essayer de vous donner les grands enseignements sur cette séance ce matin. 2 mots de business et décision, puisque mon destin est intimement lié à cette entreprise dans laquelle je travaille depuis toujours. C'est mon premier emploi. On est une société de conseil et une société de service. On est spécialisé en data. Vous pourrez d'ailleurs nous retrouver, on est au stand 14. Et sachez qu'il y a un exemplaire de mon livre qui a gagné d'ailleurs sur le stand. On est 2500 personnes, tous focusés, passionnés par ces sujets de la data qu'on couvre à 360 degrés, depuis des phases très amont de conseil, d'idéation, jusqu'à des phases de mise en œuvre, de la data science, de l'IA, de la data vise. On a des data artistes dans nos rangs qui sont chargés de travailler sur ces sujets de révéler les données par la visualisation. Donc énormément de choses. Et ce qui est sûr, c'est que notre fil rouge à tous, c'est la data. Donc autant vous dire qu'être là au salon de la data aujourd'hui, c'était juste incontournable pour nous, bien évidemment. Alors de quoi je vais vous parler ce matin? La conférence que je vais animer maintenant va être en 3 grandes parties. On va d'abord parler de la valeur des données. Je vais revenir à la base, mais il faut se souvenir que la data est avant tout une matière première et que cette matière, il va falloir trouver les bons moyens de la transformer et comprendre aussi d'où elle vient. On verra aussi qu'est-ce qu'on peut en faire de cette matière. Et je crois qu'avant tout, le sujet, pour les entreprises, c'est encore celui-là. De trouver les meilleurs cas d'usage, de trouver les meilleurs moyens de créer de la valeur, de transformer grâce à la data. Donc, je vous livrerai 4 façons, 4 grands cas d'usage et surtout, je donnerai des exemples très concrets de projets réalisés récemment qui ont permis de dégager de la valeur autour de la data. Et puis enfin, on verra quels sont les enjeux pour l'entreprise, les grands enjeux de transformation, puisque aller sur des sujets data, on verra que c'est avant tout un sujet de transformation complète pour l'entreprise. Le thème de la culture revient fréquemment et on verra qu'effectivement, c'est un sujet clé qui va occuper les entreprises dans les années à venir pour tirer la pleine valeur des données. Alors j'espère que ça vous convient tout d'abord. Il n'est pas trop tard pour partir de la salle. Et surtout, je vous invite à être le plus dynamique possible. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos remarques, de vos suggestions, de votre désapprobation si elle y est, de votre étonnement éventuellement. Mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Il y a des micros qui vont tourner dans la salle aussi, ou simplement à lever la main. On gardera un temps pour les questions-réponses sur la fin, mais n'hésitez vraiment pas à les poser aussi au fur et à mesure. Ça n'en sera que plus dynamique. Alors allons-y. Si on prend un peu de recul, d'où viennent les données? Et j'aime bien prendre cette image d'expliquer qu'il y a eu 4 grandes vagues de production de l'information et qu'à chaque vague, vous allez voir qu'on va créer certes de plus en plus de données, mais on va surtout mettre en données des pans entiers de nos vies et ça, c'est en train d'accélérer très fortement. Première vague, mon papa travaillait sur des AS400 et m'a ramené des pages de statistiques sorties de l'AS400 il y a fort longtemps maintenant. Et on peut dire qu'il a été pionnier de cette vague de la production de données dans l'entreprise. Donc c'est d'abord par l'entreprise que c'est rentré. Mais à ce moment-là, finalement, très peu de personnes venaient documenter très peu de processus de la vie, finalement uniquement ceux de l'entreprise. Et les données n'étaient absolument pas connectées entre elles. Mais c'était le grand lancement. Et c'est beaucoup venu par les process de gestion, de la compta, des choses comme ça. C'est là qu'on a commencé finalement cette vague de production de données.
Deuxième vague, cette fois c'est ma maman qui a participé avec l'Apple IIc de la maison dans lequel elle rentrait des recettes de cuisine, dans lequel je rentrais mes partitions de guitare, etc., dans lequel peu à peu les foyers découvraient l'informatique et peu à peu on a commencé à documenter, à numériser de nouveaux pans de notre vie, et cette fois ça venait directement dans la sphère plus intime de notre vie privée. Mais là encore, finalement, le mouvement est lancé, mais il y a encore très très peu de personnes qui concourent à créer de la donnée sur très peu de choses de notre vie, et surtout la donnée n'est toujours pas connectée. Troisième vague, c'est là que ça devient plus intéressant, le web 1.0 et surtout le web 2.0, en gros depuis une petite vingtaine d'années, on va dire, dans lequel les données sont très fortement connectées, dans lequel on participe tous à créer de la donnée à l'échelle mondiale, et on participe tous à une diversité des données qui est extrêmement forte, à documenter des pans entiers de notre vie, depuis comment on drague, comment on vit le week-end, qu'est-ce qui nous fait rêver, quels commentaires on a, quels débats on peut avoir sur la société, etc., etc. Donc là, évidemment, ça marque un véritable tournant. Il y a des milliards de personnes qui concourent à créer de la donnée à l'échelle mondiale, et on est face à quelque chose de massif, et en plus avec des données qui deviennent très fluides grâce à Internet et qui sont interconnectées. Mais la vraie vague qui va nous intéresser en data, elle est encore devant nous. Où on commence tout juste à mettre un pied dedans, plus exactement. C'est la vague de l'IoT, c'est la vague des capteurs, c'est la vague des objets connectés. Vous savez peut-être, certainement, qu'il y a déjà plus de capteurs et d'objets connectés sur Terre que d'êtres humains. Donc, on crée encore plus de data en volume. Ces données sont créées encore plus rapidement, puisqu'il n'y a même plus besoin d'action humaine. Ma mère n'a même plus besoin d'appuyer sur publier sur Facebook pour partager sa recette de cuisine. C'est le robot qui va la partager automatiquement pour elle. Et dans l'industrie, on va venir mettre des capteurs jusque dans des moteurs, jusque dans des moyens de production, jusque dans des chaînes industrielles, qui va générer énormément de données à une fréquence beaucoup plus rapide que ce qu'est capable de faire l'être humain. Et en plus, encore une fois, on n'en est qu'au départ de cette grande vague des objets connectés. Donc, c'est là qu'on va s'apprêter à avoir énormément de données. Ce qui est marquant aussi, c'est que pour chacune de ces vagues, on rentre de plus en plus dans des données intimes. C'était très marqué pour l'intimité des personnes avec le Web 2.0, mais ça l'est encore plus avec la vague des objets connectés. Si on regarde d'un point de vue personnel, on va porter directement sur nous. Mais si on regarde d'un point de vue industriel, on va pouvoir rentrer dans l'intimité des moteurs, dans l'intimité des machines, de nos véhicules, des freins, de tous les moyens de production. On va récolter des données extrêmement intimes de tout ce fonctionnement-là. Et ça va permettre de créer de la valeur énorme. Et c'est aussi ce qui fait dire à Thierry Breton, commissaire européen, qu'on est en train d'entrer dans la vague des données industrielles. C'est pleinement juste. Et de dire même, on a peut-être déjà perdu la vague des données personnelles. Et encore, le fait qu'on ait déjà perdu peut se discuter. Mais la nouvelle vague qui nous attend, celle des données industrielles, l'Europe a clairement des points à prendre et il faut se positionner très fortement sur ces données-là. Donc voilà ce que ça nous donne si on prend un peu de recul. C'est une étude IDC qui nous livre ces chiffres-là. Aujourd'hui, on est à peu près à une échelle mondiale à 60 zeta-octets de données. Mais c'est rien du tout à côté de ce qui nous attend. 2025, 175 zeta-octets de données. Donc vous voyez qu'on est face à une accélération massive, quasi exponentielle, et que c'est pas prêt de s'arrêter, très loin de là. Plus on vit, plus on crée de données, on déploie de plus en plus de capteurs. Donc c'est là qu'on va avoir un volume de données gigantesque. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque si on voit la data en tant que matière première, c'est pas du tout comme le pétrole. On n'est absolument pas prêt d'en manquer. Plus on vit, plus on crée de données, littéralement. Et donc, plus ça va créer d'opportunités pour les entreprises en termes de valeur et en termes de transformation, même si, bien sûr, toutes ces données n'ont pas la même valeur, ne vont pas être transformables de la même manière ou aussi facilement. Mais en tout cas, déjà, bonne nouvelle, on n'est pas prêt de manquer de cette matière première qui permet l'ensemble de la valorisation. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces données? Et j'appelle ça le grand paradoxe de la data. Le paradoxe, c'est qu'on le sait tous, il y a une valeur énorme à tirer de l'exploitation des données. 2 chiffres pour l'illustrer. Gartner nous dit qu'on va avoir 3 trilliards de dollars de valeur qui va être créée par la data, par l'exploitation de la data avec l'IA.
McKinsey a publié hier, je crois, ou la semaine dernière, des chiffres très similaires à ça. Donc on attend une valeur gigantesque. Accenture nous dit on va gagner des points de rentabilité de l'ordre de 40% pour l'entreprise. Donc là encore, quelque chose de gigantesque qui s'ouvre devant nous. Il n'y a quand même pas eu tant de révolutions technologiques que ça qui permettent d'atteindre ou d'espérer ces tels chiffres. Et puis on regarde ça. Une autre étude IDC, celle que je vous ai montrée avant, nous dit seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Seulement 32%. Et si vous lisez le détail de cette étude, l'étude vous montre qu'il y a une très grande partie des données qui ne sont même pas collectées. Donc simplement, elles restent dans un coin, elles ne sont pas rassemblées, elles ne sont pas mises en mouvement pour pouvoir être exploitées. Et ça va être beaucoup le cas des données de l'IoT en l'occurrence. Et puis IDC nous montre aussi que sur les 32% qui sont exploités, on ne les exploite pas du tout pour créer beaucoup de valeur. Elles sont elles-mêmes sous-exploitées. On y viendra après. On va voir qu'elles sont beaucoup utilisées pour faire du pilotage, des tableaux de bord, des rapports. Alors ça, on n'en manque pas dans les entreprises. Mais par contre, pour aller sur les vitesses d'après, pour créer de la valeur directement par l'IA, on n'y est pas encore du tout. Donc on est face à un véritable paradoxe. Si vous devez emporter quelque chose de cette conférence avec vous, c'est ça, porter ce message dans les entreprises. Il y a une valeur énorme et on est face à quelque chose qui est sous-exploité. D'où ma phrase, sortez vos données du frigo. Des données, toutes les entreprises en ont. Elles sont dans vos frigos, c'est-à-dire ces bases de données informationnelles de l'entreprise. Elles sont bien stockées, elles sont parfois très bien rangées, de temps en temps de bonne qualité, mais elles sont très peu exploitées à leur juste valeur. Il y a énormément de valeur à en tirer encore. D'où la grande question, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Alors je vais vous livrer un enseignement que moi j'ai eu au fur et à mesure des projets qu'on a réalisés chez Business et Décisions. Vous allez en fait pouvoir en faire 4 grandes choses. Il y a 4 grandes familles de cas d'usage pour la data et l'IA dans l'entreprise. Déjà, c'est un bon premier repère, parce que pour conduire très régulièrement des ateliers d'idéation avec les métiers, vous allez voir les métiers en leur disant « Salut, tu as plein de data, et tu as entendu parler de l'IA, hein, c'est super. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tes données ?» En général, il y a un gros trou derrière, il y a un gros blanc, il y a une vraie difficulté à se projeter sur les cas d'usage, sur les possibilités qui sont offertes avec les données. Donc déjà, ça va être un bon repère que d'avoir ces 4 familles. Alors, je propose qu'on les passe en revue. Et puis, pour chaque famille, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, je vais l'illustrer avec un cas d'usage réel, issu d'un projet récent qu'on a réalisé chez Business et Décisions. Et comme je suis un peu joueur, je me suis en plus mis un timer. Ça aussi pour bien respecter le temps, mesdames. Je me suis mis un timer, donc je n'aurai que 2 minutes pour vous pitcher chacun des projets que je vais vous présenter. Première famille, on l'appelle le do better. On va chercher à améliorer l'efficacité opérationnelle. Pourquoi pas à viser l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Donc là, on va fortement s'intéresser à nos propres processus, à notre propre fonctionnement. On va utiliser peut-être du prédictif pour l'améliorer. On va regarder tout ce qui se fait autour de l'automatisation par la data, par l'IA, pour permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Je ne vous cache pas que c'est la famille la plus historique. Si on regarde tout ce qu'on a fait en business intelligence, donc tous les systèmes de data warehouse, de reporting, de tableau de bord, ça visait à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, à améliorer sa prise de décision, en une des décisions éclairées par des chiffres. Donc c'est finalement la famille qui est la mieux connue, et c'est aussi celle qui va vous amener le ROI le plus court, le plus concret pour les cas d'usage en data en IA. Alors c'est parti, on prend un exemple, il y a le timer qui se lance, j'ai 5 secondes de rab pour lancer le truc, et c'est parti. Donc là je vous emmène dans un secteur qui est d'actualité, puisqu'on va parler de la production des vaccins. La problématique dans la production des vaccins, elle est double. Au moment de la R&D, ils font dans des boîtes de pétri, vous voyez, ces boîtes transparentes, moi, ça m'a rappelé mes cours de chimie d'il y a fort longtemps. Donc dans les boîtes de pétri, ils font de la culture des différentes bactéries qui peuvent donner un vaccin. C'est comme une recette de cuisine. Mais la grande difficulté, c'est qu'il faut arriver à trouver la recette qui, 1, fonctionne le mieux, et puis 2, va donner le meilleur rendement. Donc la recette dans laquelle on arrive à avoir la meilleure culture bactérielle, à avoir un maximum de bactéries sur chaque boîte de pétri. Tout en s'assurant qu'on n'a bien que les bonnes bactéries et qu'il n'y a pas des bactéries non attendues qui seraient en culture aussi dans chacune des boîtes de pétri. Donc pour ce faire, il y avait des contrôles visuels où simplement les gens venaient compter le nombre de bactéries à l'œil, enfin avec un microscope, vous imaginez bien. Donc ce qui est hyper fastidieux.
Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place donc, des caméras qui viennent faire des photos régulièrement de différentes boîtes de pétri et une IA qui vient regarder, compter automatiquement le nombre de bactéries. Donc, vous imaginez le gain en temps, il est juste phénoménal. À l'autre bout de la chaîne, cette fois on passe sur la chaîne de production, on a besoin de faire des contrôles qualité, qui là encore étaient dans la plupart des cas oculaires, en tout cas qui nécessitaient une action humaine pour aller faire ces contrôles. Même recette, on fait des photos ou des vidéos de l'ensemble des boîtes qui nous servent à la production, et il y a une IA qui identifie automatiquement tout problème de qualité. Donc en gros, est-ce qu'il y a des bactéries non attendues qui seraient en culture dans ces mêmes boîtes. Ça fonctionnait hyper bien. C'est un projet qui a été réalisé, en tout cas pour la preuve du concept, le POC, en seulement quelques semaines, parce qu'on a pu entraîner l'algorithme avec des photos, avec une banque d'images qui était ouverte par Internet, qui avait été ouverte en l'occurrence par un hôpital italien, avec des milliers et des milliers de photos de boîtes de pétri. Oui, j'ai vu le timer. J'ai vu le timer, je suis à la bourre. Avec des milliers et des milliers de photos de boîtes de pétri qui ont permis du coup un entraînement extrêmement rapide de l'algorithme et du coup ensuite avec du transfer learning pour vraiment l'adapter aux bactéries qu'on cherchait à mesurer. Donc voilà un premier cas d'usage. Vous voyez qu'on passe vraiment de l'autre côté du miroir en termes d'excellence opérationnelle. On a aussi des tableaux de bord, des reporting sur le nombre de boîtes de pétri, sur le nombre de contrôles positifs, nombre de contrôles négatifs, etc. Ça perdurera. Mais là, on a utilisé l'IA pour son pouvoir de détection, d'automatisation, et évidemment, les gains sont bien plus importants. Deuxième famille, si je dépasse encore le timer, vous avez le droit de réagir aussi. Vous laissez pas faire comme ça. Deuxième famille, le do more. Cette fois, on va s'intéresser à toute l'intimité client et à toute la relation client. On va chercher à récupérer des signaux de nos clients, à améliorer la connaissance client et, in fine, à améliorer l'expérience client, notamment par de la personnalisation. Dans cette famille aussi, c'est beaucoup utilisé, notamment dans les secteurs du luxe, de la mode, pour détecter des nouvelles tendances sur Internet ou à partir de signaux faibles qui auraient été laissés par des clients. C'est aussi utilisé pour tout le volet self-service ou service après-vente aussi, pour automatiser la réponse, pour automatiser les réponses au support, etc., etc. Donc dans cette famille, on se tourne vraiment vers le client et vers tous les services qu'on va pouvoir lui apporter par de la data et de l'IA. Je vous emmène cette fois dans une grande entreprise de distribution qui distribue des vêtements, qui distribue des bijoux, qui a quelques centaines de points de vente en France, qui est assez connu, qui a 5 marques par ailleurs dans son groupe. Et eux, ils se rendaient compte qu'à chaque fois qu'ils venaient personnaliser leur campagne marketing, notamment par mail, ils arrivaient à obtenir un taux de vente rebond, donc un achat suite à l'envoi de la campagne par mail, qui était exceptionnel. Mais sauf que, pour faire ça, ils avaient besoin eux-mêmes, au marketing, de croiser des données qui provenaient d'une dizaine de sources dans l'entreprise. Alors typiquement, dans les entreprises de la distribution, la tragédie des silos est organisée par canal. Donc ils avaient notamment une source pour chacune des marques déjà, une source pour le canal des boutiques, une source pour le canal des partenaires, une source pour le canal Internet, etc., etc. Donc il leur fallait entre 3 à 5 jours pour consolider l'ensemble des données et pouvoir enfin lancer leur campagne. Donc évidemment, c'est absolument pas efficace. Qu'est-ce qui a été fait ? Première chose, et c'est la base dans ces domaines-là, mettre en place un référentiel des clients. Donc on recrée une vue unique des clients en consolidant l'ensemble des données, en dédoublonnant ces clients, notamment quand on a des clients qui sont multimarques, et en venant mettre toutes les données clients en un seul endroit. Deuxième étage, une fois toutes ces données rassemblées, mises en cohérence, mises en qualité, on met en place de la data science, on met en place de l'automatisation marketing. Derrière ça, les premières campagnes marketing qui étaient personnalisées ont permis d'augmenter les ventes de l'ordre de 35%, les ventes rebonds en relais du mail. Autre élément de personnalisation qui était extrêmement fort, le taux d'ouverture des emails a augmenté de 70%. Donc autant vous dire qu'il y a véritablement un avant et un après ce projet-là. Et là, le service marketing a tous les leviers pour très rapidement faire des campagnes. Autre élément clé qui était symptomatique, je vais dépasser encore, il y avait un gros irritant autour des campagnes marketing qui, imaginez-vous, acheter un manteau et vous l'achetez au prix plein et 3 jours plus tard, vous recevez une promo à 40% sur ce même manteau dans votre boîte mail. Autant vous dire que ça, c'est hyper agaçant. Mais ça leur arrivait tout le temps.
Et donc ça, c'était évidemment très mauvais pour l'expérience client. Et ça arrivait pourquoi? À cause de ce délai de consolidation où il leur fallait 5 jours pour consolider les données. Et donc, ils ne voyaient absolument pas passer le fait qu'un client ait acheté un manteau et qu'il ne fallait pas lui envoyer la promo à lui. Avec le nouveau système, évidemment, la consolidation est faite dans l'heure. Et du coup, là, les clients qui ont acheté le manteau ne vont pas recevoir la promo pour ce manteau-là, mais recevront une autre campagne qui leur sera dédiée. Donc, vous voyez que par un seul projet, on est venu à la fois augmenter les ventes, personnaliser et éviter un certain nombre d'irritants pour l'expérience client. Troisième famille, on s'intéresse cette fois à notre écosystème. C'est une famille qui est peut-être la moins développée dans beaucoup d'entreprises, mais qui va prendre une place de plus en plus forte. Pourquoi? On s'intéresse à tout le domaine des risques, on s'intéresse à la mise en conformité, on s'intéresse à la lutte contre la fraude et on va s'intéresser de plus en plus à l'impact environnemental des projets data, à l'impact environnemental des opérations de l'entreprise. Et c'est dans cette famille qui vise à mieux maîtriser son écosystème qu'on va s'y intéresser. Alors cette famille, elle est extrêmement bien connue des domaines financiers et je vous emmène dans le ministère des Finances d'un grand pays européen qui a été pionnier sur ces sujets-là et pour qui on a réalisé une quarantaine de projets de lutte contre la fraude. Alors dans ces 40 projets, déjà, ça vous donne un grand enseignement. Si vous voulez conduire des actions de lutte contre la fraude dans votre entreprise, ce n'est pas un projet de lutte contre la fraude, c'est à minima un programme avec au moins un projet par schéma de fraude, au moins un projet par fraude qu'on va chercher à débusquer. Parmi les schémas de fraude qui ont été travaillés, il y a un schéma de fraude assez connu qui s'appelle la fraude au carrousel TVA, qui est une fraude internationale des entreprises qui se refacturent de la TVA par rebond et puis à un moment donné, elle est perdue. La France s'y intéressait très fortement il y a 2 ans. Le ministère des Finances de cet été-là a permis de dégager 1 milliard d'euros, et c'est du récurrent, et c'est le client qui le dit dans une vidéo qui est publiée sur YouTube, il faut que je vous le dise tellement le chiffre est énorme, grâce à ce projet uniquement de lutte contre la fraude au carrousel TVA. Parmi les autres projets qui ont été réalisés, on a cherché à détecter les entreprises qui allaient faire faillite. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, le ministère ne voulait pas les sauver, ce n'était pas du tout leur intention. Ce qu'eux voulaient faire, c'était parvenir à récupérer leurs créances avant que l'entreprise ne soit plus en mesure de les payer. Et ils se disaient, plus tôt on va détecter le risque de faillite, plus tôt on pourra avoir des actions pour essayer de récupérer notre argent, on aura des chances d'effectivement récupérer l'argent. C'est un peu cynique, mais c'était la vraie vie du projet. Et donc le projet a extrêmement bien fonctionné, puisqu'au ministère, on a l'ensemble des sources de données qui permettent de comprendre, d'avoir tous les signaux qu'une entreprise va faire faillite. On a la liste de toutes les entreprises qui ont fait faillite depuis, disons, les 5 dernières années, c'est le type d'historique qu'on utilise. Et puis on croise toutes les caractéristiques de ces entreprises avec le portefeuille complet des entreprises pour ensuite attribuer un score. C'est très classique, mais qu'est-ce qui en est fait derrière? On fournit ces informations-là aux inspecteurs fraude qui vont du coup avoir un outil pour aller traiter les dossiers de fraude dans l'ordre de priorité et non plus selon leur intuition ou selon d'autres choix qui n'étaient pas toujours très éclairés. Donc là, on a créé une IA en tant qu'intelligence augmentée. On vient fournir un outil aux inspecteurs fraude pour améliorer leurs opérations et on ne prend absolument pas la main sur ce que font habituellement. Il y aurait beaucoup d'autres projets à raconter chez eux, mais vous avez vu que le timer a tourné. Dernière famille, certainement la plus ambitieuse. Donc cette fois, on va passer dans le monde de l'innovation. Donc c'est la famille qu'on appelle le Do New. Et donc dans ce monde-là, évidemment, il y a énormément de choses à faire. Et on va chercher spécifiquement à créer des nouveaux business models, des nouveaux services, des nouveaux produits qui soient directement fuelés par la data. Alors il y a un gros mot qu'il ne faut pas hésiter à dire, à mon avis. On va parler de monétisation des données. On va chercher à tirer une valeur directe, monétaire, financière, par un nouveau produit, des données qu'on détient. Il faut absolument passer au-delà de ce gros mot, sinon on n'y arrivera pas. Et pourtant, c'est là que ça amène le pouvoir de transformation le plus fort. Je vais vous parler d'un projet que je connais bien, puisque en l'occurrence, c'est un projet qui est réalisé chez Orange. Et vous savez qu'Orange a racheté Business et Décisions, donc c'est notre maison mère depuis 3 ans. Ce projet s'appelle Fluvision. Et Fluvision, c'est quoi? Ça a permis à Orange de revendre les données de la géolocalisation de chacun des clients Orange, Soch, et des étrangers qui sont sur le sol français. Et c'est Orange qui opère le roaming pour tous.
Donc pour tous ces clients-là qui sont sur le réseau Orange mobile à un moment donné, Orange, c'est pertinemment là où nous sommes, chacun de nous. Et l'idée était du coup d'utiliser ces données géolocalisées pour créer des nouveaux services et à destination de qui? Principalement des pouvoirs publics pour comprendre les flux de population, pour comprendre le trafic dans les villes, pour arriver à éclairer les choix de où on met une piste cyclable parce que c'est là que les vélos en ont le plus besoin, par exemple. On travaille aussi beaucoup pour des organismes touristiques, savoir quelle est la fréquentation des différents lieux touristiques, savoir d'où viennent les gens, quel est le type de personnes qui viennent visiter les monuments. Et puis on travaille aussi pour tous les secteurs de la distribution, pour connaître le trafic devant un magasin, par exemple. Encore une fois, d'où viennent les gens, etc. C'est un trafic assez qualifié. Comment Orange a eu le droit de faire ça? Parce que ça peut paraître un peu choquant. Alors sachez que tout l'algorithme d'anonymisation et tout le fonctionnement de ce produit-là a bien évidemment été soumis à la CNIL. C'est la base. En plus, Orange ne s'amuserait pas à ça. C'est l'opérateur de confiance Orange en télécom. Donc ça, c'est un premier point. Et en fait, il y a un double niveau d'anonymisation qui est opéré. Premier niveau dans lequel on perd toutes les informations personnelles. On n'est absolument pas intéressé par le fait que moi, Mick Lévy, je sois aujourd'hui à la Cité des Congrès, que j'ai tel numéro de téléphone. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est cette anonymisation. Et deuxième niveau, et c'est surtout lui qui est le plus fort, c'est la seule véritable anonymisation. On a fait de l'agrégation. Donc on ne compte pas portable par portable, c'est hors de question. On compte par paquet de centaines, je crois que c'est 300 portables minimum qui sont dans la grappe qu'on utilise. Donc évidemment, on est moins fin dans les données qu'on met à disposition des clients de ce service Fluvision, mais on est parfaitement respectueux comme ça de la vie privée. Et c'est ce qui a permis à Stéphane Richard, le PDG d'Orange, lors du premier confinement, vous vous en souvenez peut-être, de déclarer dans les médias un nombre très précis de franciliens qui étaient partis à l'île de Ré, par exemple. Il avait donné des chiffres très précis. C'était en ouvrant simplement ce service-là qui disposait de toutes ces informations. Donc je vous rappelle les 4 façons de gagner avec les données. Première manière, on améliore l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. On travaille sur son fonctionnement, ses processus, ses achats, ses dépenses. Globalement, on cherche une meilleure rentabilité. Deuxième niveau, c'est l'intimité client. Là, on va chercher à développer notre empreinte, à développer notre chiffre d'affaires, à améliorer l'expérience client, à proposer aussi de nouveaux services à nos clients, à conquérir de nouveaux clients, à les fidéliser. Troisième famille, la maîtrise des risques, dans lequel on va travailler sur les sujets de lutte contre la fraude, sur les sujets d'impact environnemental aussi, sur les sujets de mise en conformité. Et dernière famille, l'innovation, la réinvention, où là, on va chercher à créer de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux business models basés directement sur les données. Et avec ce mot que je vous invite à changer en mot normal, qui est la monétisation des données, puisque ça va permettre de créer énormément de valeur. N'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des questions à ce stade, à les poser au fur et à mesure ou à faire part de vos remarques. Alors finalement, quels vont être les grands enjeux pour l'entreprise pour aller vers ça et quels vont être les grands enjeux de transformation? Parce que oui, il faut déjà se mettre ça en tête, on est face à une véritable transformation. Vous pouvez avoir le choix d'empiler les projets, d'en faire 1, d'en faire 2, d'en faire 5, d'en faire 10. Chaque projet va peut-être dégager de la valeur. Mais si on veut véritablement aller sur le chemin d'une entreprise dite data-centric, où en tout cas les données sont fluides dans l'entreprise, servent à l'ensemble des départements, vont être utiles à beaucoup de choses et aussi à créer de nouveaux services, il faut engager une véritable transformation. Donc je vais vous donner quelques grands enjeux autour de cette transformation. Le premier est un peu conceptuel, mais si vous travaillez dans des équipes data, ou si vous êtes intéressé pour créer de la valeur avec les données, il devrait vous être très précieux. Je parle d'un cercle vertueux. C'est quoi ce cercle vertueux? C'est qu'à chaque fois que vous allez mettre en place un nouveau dispositif numérique, je choisis ce terme au sens très large, ça peut être une newsletter, ça peut être un nouveau site web, ça peut être une nouvelle app, ça peut être un nouvel objet connecté. À chaque fois, vous allez considérer le service qui rend. On va beaucoup travailler sur l'UX, on va beaucoup travailler sur la face émergée de cet objet. Mais il y a un point à absolument pas négliger, c'est le fait que cet objet va nous permettre de ramener de la data. Et de la data, ou comme je vous le disais tout à l'heure, ça va permettre de mettre en données des pans encore non éclairés de nos vies, ou de la vie de nos machines, ou de la vie des animaux qui nous entourent, bref, d'un ensemble de processus de la vie qui est extrêmement large. Donc c'est vraiment un point qui est très souvent négligé, je vous donnerai des exemples, mais pensons l'objet, pensons le service, pour les données qu'il va pouvoir ramener aussi.
avec ces données, on va pouvoir créer des nouveaux services basés sur de l'intelligence artificielle, basés sur de la data science, basés sur de la data vise. C'est les exemples que je vous donnais avant. Évidemment, il y en aurait des centaines et des centaines à donner. Mais on va pouvoir créer de nouveaux services. Et ces nouveaux services, eh bien, ils vont permettre eux-mêmes de fueler de nouveaux dispositifs numériques. Et donc, on est face à un véritable cercle vertueux. À chaque fois qu'on crée un dispositif, on a de la data. Cette data, on va pouvoir créer de la valeur avec, qui va nous amener à créer de nouveaux dispositifs, qui va nous amener à créer de nouvelles données, etc., etc. L'avantage de ce cercle, c'est que vous pouvez le prendre dans tous les sens. Si vous vous dites, tiens, je veux créer tel usage en intelligence artificielle, mais je n'ai pas les données pour le faire, ben, vous pouvez réfléchir à l'envers. Quel service je pourrais créer qui va me permettre d'obtenir les données pour permettre de créer ce nouvel usage d'IA? Donc c'est véritablement un cercle et on peut le prendre dans tous les sens. Quelques exemples pour le rendre un peu plus concret. Dans l'exemple que je vous donnais de l'enseigne de distribution, je vous disais qu'on a amélioré le taux d'ouverture des mails de l'ordre de 70%. Qu'est-ce qui a été fait? Majoritairement, c'est une chose qui a permis d'obtenir un tel taux d'ouverture, c'est qu'on est venu personnaliser l'heure d'envoi du mail. Comment on a fait? Eh bien, on a juste exploité les données d'un dispositif numérique qui n'était pas du tout exploité. Jusque-là, l'enseigne envoyait des mails dans ses campagnes marketing, mais ne regardait absolument pas les données qui étaient générées par cet envoi des mails. Or, quand on envoie un mail avec un outil de campagne marketing, on peut récupérer plein de données derrière. Est-ce que le mail a été reçu? Est-ce qu'il a été ouvert? À quelle heure? Sur quel device? Combien de temps la personne est restée sur le mail? Est-ce qu'elle est descendue jusqu'en bas du mail ou est-ce qu'elle s'est arrêtée au milieu? S'il y a une vidéo, un lien dedans, est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Combien de temps il est resté sur le lien? Etc., etc., etc. Un simple dispositif numérique comme l'envoi d'un mail vous génère un nombre de données qui est énorme et qui permet ensuite de créer un service comme je viens personnaliser l'heure d'envoi parce que je sais l'envoyer personne par personne au bon moment pour qu'il ait un maximum de chances d'être lu et ouvert ce mail-là. Voilà un exemple tout simple. Un autre exemple peut-être un peu plus avancé, j'avais rencontré un fabricant de robots ménagers. Alors c'était il y a quelques années, c'était au tout début de la grande vague. Ils étaient tout contents de leur robot connecté. Ils disaient c'est génial, il y a plein de services, on peut accéder directement aux recettes, super. Et là je leur dis mais vous avez bien pensé à récupérer les données de ce robot connecté parce que vous allez pouvoir savoir à quelle heure utiliser, quel type de recette on fait, combien de temps on l'utilise, quand est-ce qu'il y a des pannes, quel est l'état intérieur de la machine pour faire de la maintenance prédictive, etc., etc. Et là, il m'explique que pas du tout. Pour récupérer les données du robot, il faut connecter le téléphone au robot en Bluetooth. Il y a un tampon d'une semaine, donc si on ne le fait pas toutes les semaines, les données sont perdues, etc., etc. Et eux-mêmes, en parlant, ont alors réalisé l'acte manqué, on pourrait dire, qui a été fait de récupérer toutes ces données d'usage qui vont être précieuses ensuite pour l'amélioration des services. Alors depuis, ils ont redressé le tir, mais ça illustre bien que notamment quand on lance encore plus un objet, mais même un site web ou autre, on pense beaucoup à la face visible, à l'UX, et il faut de plus en plus aussi penser aux data. Et ça engage à une transformation aussi dans les équipes IT, dans les DSI, dans les équipes numériques de manière générale, qui n'ont pas toujours ce mindset data, parce qu'ils ne viennent pas de là initialement. Deuxième enjeu, en faire plus avec vos données. Je vous le disais tout à l'heure, sur les 32% de données qui sont exploitées dans les entreprises, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout exploitées à leur pleine valeur. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais vous présenter 3 vitesses pour la data et l'IA, et vous allez voir que plus on va avancer, plus on va créer de la valeur avec les données. La première vitesse, on la connaît très bien, c'est la data pour le pilotage. C'est ce qu'on fait chez Business Edition depuis 30 ans, c'est ce qu'on fait dans le monde depuis une quarantaine d'années de façon sérieuse, on va dire. On utilise la data pour créer des reporting, pour créer des KPI, pour créer des indicateurs, pour créer des dashboards, des tableaux de bord. On en est tous abreuvés, on en a des centaines et des centaines. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on n'a jamais réussi à montrer un ROI sur un projet de BI, sur un projet décisionnel, sur un projet de tableau de bord. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, cela dit. On en aura toujours besoin et le pilotage va perdurer dans l'entreprise. C'est une nécessité. Donc la question ne se pose pas finalement en termes de valeur. Néanmoins, vous le voyez bien, la BI, ces indicateurs retardés, on est dans quelque chose qui est du coup en mode réactif. C'est nécessaire, sinon on ne pourrait pas conduire notre voiture, mais ce n'est pas ça qui amène le plus de valeur. Deuxième vitesse, c'est celle de l'analytique. Si je continue ma métaphore de voiture, c'est comme quand le garagiste vient brancher la valise électronique à votre véhicule pour avoir un diagnostic beaucoup plus intime
du véhicule, un diagnostic beaucoup plus important aussi de ce qui se passe dans le fonctionnement même du véhicule. C'est ce qu'on fait donc avec de l'analytique, c'est ce qu'on fait avec de la data science. On va venir récolter les données et on va parvenir à expliquer des phénomènes complexes, multifactoriels, liés à des comportements, soit de machines, soit d'êtres humains, qui sont complexes. Et ça va déjà beaucoup nous donner d'enseignements. C'est avec ça qu'on peut faire des segmentations de nos clients, par exemple. C'est avec ça qu'on peut faire de la prédiction des ventes, des applications qui donnent des super retours sur investissement, tout ce qui est autour de la prédiction des ventes et autres. On va le faire directement avec ça. C'est de l'analytique et c'est déjà hyper utile. Mais là, on va créer un maximum de valeur. C'est dès lors qu'on va parvenir à embarquer de la data et de l'IA directement dans les processus métiers. Donc on appelle ça de la data et de l'IA embarquée, intégrée. Moi je dis c'est de la data partout. Et c'est là qu'on sera véritablement dans l'entreprise data-centric. C'est quand on parviendra à amener la data là où on en a le plus besoin, dans les endroits chauds, là où on vend, là où on est en face à face avec le client, là où on est en train de produire, etc., etc. C'est l'exemple que je vous donnais dans la pharma, où c'est directement intégré dans la chaîne de production. C'est l'exemple que je vous donnais aussi pour le ministère, où on donne directement des informations, des indications aux inspecteurs des finances pour aller faire les meilleurs choix selon les clients qu'il faut aller voir. C'est ce qui se passe chez Orange quand on crée un produit comme celui-là, où la data, du coup, est au cœur d'une nouvelle ligne métier, au cœur d'un nouveau service qui est vendu à ses clients. Donc la vraie transformation, elle est là. Et vous voyez que, je vous parlais de transformation tout à l'heure, ça va impliquer aussi des nouvelles manières de travailler pour les collaborateurs, des nouveaux processus, des nouvelles manières de faire, où on va, en plus de notre intelligence humaine, de créativité, d'empathie, qui est très sentimentale aussi, amener une vision plus froide, plus mathématique, basée sur une exploitation d'une masse de données énorme pour parvenir à être de plus en plus efficace. Si vous regardez ces trois vitesses, évidemment, il n'y en a pas une qui doit exclure l'autre. Les trois vont perdurer dans l'entreprise et chacune a des challenges d'ailleurs bien actuels, y compris en pilotage. On est face à un renouveau des plateformes de BI qui est extrêmement fort en ce moment pour aller vers plus d'agilité, pour aller vers du self-service. En analytique, le challenge va être justement d'arriver à ce qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui aient accès à ces technologies qui sont plus avancées autour du prédictif, autour de la segmentation. Et donc, il y a des sujets clés autour de la data prep, 10 minutes, autour du self-service pour tous ces sujets-là, etc. Et puis, sur la data partout, on a des problématiques autour de la data ops, du ML ops, de l'industrialisation de l'IA, si on le regarde d'un point de vue technologique, qui vont être très fortes. L'enjeu numéro 3, il est extrêmement important. Je ne serai pas là pour parler, peut-être pour parler de data ce matin, et peut-être que le salon de la data n'existerait même pas si on n'avait pas ça. C'est ce qu'il faut bien appeler la tragédie des silos. Et je pense que le mot, en tout cas quand on est praticien de la donnée, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, le mot est faible. C'est une véritable tragédie. On n'aurait absolument pas les problématiques qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas cette tragédie des silos. Comment ça marche ? Toute l'entreprise est silotée, est organisée sur ses process. Vous prenez dans les secteurs de la finance, de la banque assurance notamment, on a un système d'information par produit globalement. Dans les assurances, c'est très marqué, hein, on a un SI auto, on a un SI santé, un SI prévoyance, et dès lors qu'on va avoir une vision globale, c'est très compliqué. Vous prenez dans les secteurs de la distribution, je vous le disais tout à l'heure, c'est organisé par canal. Donc on a un SI pour le canal Internet, on a un SI par marque, on a un SI pour les magasins, un SI pour les partenaires. Avoir une vision globale, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est le véritable problème, c'est le péché originel et qui va encore nous faire travailler pour les années à venir. Il faut absolument parvenir à recréer cette vision data-centric, même si toute l'entreprise est organisée en process-centric. Il y a plein de manières de le faire. Il y a de plus en plus d'approches de virtualisation des données aussi pour les plus technophiles d'entre vous, qui sont intéressantes pour ne pas constamment manipuler les données, les faire bouger, etc. Mais en tout cas, il faut absolument parvenir à avoir une vision centralisée, unifiée, cohérente des données, quand bien même elles sont réparties partout dans l'entreprise. Quatrième enjeu, on est quand même dans de la techno. Bien sûr, je vous ai énormément parlé des usages, ça doit venir de là. Bien sûr, on a parlé de cette tragédie des silos et des questions que ça entraîne en termes de gouvernance des données aussi. Mais il y a aussi des enjeux technologiques qui sont très forts.
Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La techno en général suit. Quand l'entreprise est au clair sur ce qu'elle veut faire et a bien fixé son ambition, il y a des challenges au niveau technologique, mais c'est rarement là que ça coince le plus finalement. Néanmoins, si vous êtes responsable d'une plateforme data, si vous êtes à l'IT, si vous êtes responsable de ces sujets technologiques, vers quoi il faut regarder? Quels vont être les grands choix à opérer si vous êtes en train de construire votre plateforme data, si vous êtes en train de renouveler votre data warehouse ou si vous êtes en train de réfléchir au futur de votre data lake? Premier enjeu, c'est de fluidifier l'accès à toutes les données. Donc c'est avoir cette vision centrique, évidemment, mais c'est aussi résoudre toutes les questions d'accès aux données. Il y a un enjeu clé qui est de permettre le self-service dans l'entreprise, qui doit être le plus large possible, et donc qui tire avec lui des questions aussi de sécurité, des questions d'habilitation. En tout cas, il faut vraiment travailler sur ce sujet des accès. Deuxième enjeu, les données sont majoritairement traitées en mode batch par lot dans les entreprises. Il faut de plus en plus aller vers un mode flux, et si on est sur un mode flux très rapide, on va appeler ça un mode temps réel. Et donc, il faut aller vraiment vers ça, notamment pour ma troisième vitesse de la data partout, de l'IA qui va venir au cœur des processus métiers. Si on ne sait pas adopter ce mode flux sur les données qui seront nécessaires pour ces IA, évidemment, on va passer à côté du sujet. Donc, c'est un enjeu clé. Troisième enjeu, c'est tous les enjeux d'industrialisation et d'industrialisation de nos deux vitesses, de l'analytique avec le DataOps et l'industrialisation de la vitesse de la data partout, de l'IA au cœur des processus métiers. Et là, on va parler des enjeux du ML pour Machine Learning Ops. Donc, c'est des mots un petit peu barbares qu'on entend de plus en plus, mais qui cachent une réalité technologique et des enjeux technologiques extrêmement importants pour l'IT, pour tous ceux qui travaillent dans ces domaines du numérique et des plateformes data. En tout cas, il me semble que s'il y a 3 directions dans lesquelles il faut regarder, ou 3 axes de choix en termes de plateforme aujourd'hui, c'est ça. Ça se met en place dans le cloud ou pas, ça se met en place avec de la virtualisation ou pas. Il y a X choix possibles, il y a des dizaines de technologies, mais s'il y a 3 boussoles, on pourrait dire, 3 angles à prendre, à mon avis, c'est vraiment ceux-là qui sont essentiels. Alors au final, le sujet clé, et je n'ai pas encore prononcé ce mot, c'est de considérer la data comme un véritable actif pour l'entreprise. Et ça, il y a encore du chemin à faire. J'interviens toutes les semaines en ce moment dans des CODIR, dans des COMEX, pour expliquer ce que je vous raconte là, tous les enjeux de la data, pour expliquer que ça a de la valeur, et surtout pour expliquer à ces COMEX que la data doit être considérée comme un actif à part entière. Et que si on veut bien tirer de la valeur de la data, il faut faire avec les données la même chose qu'on a fait pour tous les autres actifs de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous regardez, il y a toujours 3 choses. On met en place, première chose, une organisation. Donc, ça va être autour d'un Chief Data Officer, ça va être autour d'un Data Office. On va assembler des équipes qui vont être dédiées à cette construction et au fait de valoriser cet actif qu'est les données. Et regardez pour tous les autres actifs ce qu'on a fait. On a bien une direction financière, on a bien une direction de la production, on a bien une direction des ressources humaines. Et avec des relais partout dans l'entreprise, là, il faudra faire la même chose. Deuxième chose, il va falloir mettre en place des processus. Et pour tous les autres actifs que je vous ai cités, il y a énormément de processus. Pour la data, c'est pareil. Et on pourra regrouper ces processus sous le terme de la gouvernance de données. C'est un peu réducteur, le terme que je prends là, mais ça image bien les choses. La gouvernance de données, ça mettre en place tous les processus, tous les outils et l'organisation qui vont nous permettre de maximiser l'exploitabilité du patrimoine des données. Et puis, dernière chose, il nous faudra des outils, il nous faudra des technologies, et là, on pourra le regrouper sous le terme du SI Data Centric. C'est ça qu'il faut faire si on veut aller sur un véritable chemin de transformation, c'est considérer les données comme un actif à part entière, c'est faire tous les efforts de transformation qui vont nous guider à ça, et c'est mettre en place ces 3 grands principes qui gouvernent tout autre actif de l'entreprise, encore une fois. Donc ça, c'est le sujet clé pour les semaines à venir. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser quand même sans ce message-là, puisque le livre « Sortez vos données du frigo » que j'ai écrit, je le qualifie de manifeste pour une exploitation intensive. Donc, je crois que je vous ai déjà beaucoup parlé du côté intensif de l'exploitation des données, mais aussi une exploitation responsable. Et évidemment, on est face à des enjeux qui sont énormes. Les derniers scandales, Cambridge Analytica, celui de la NSA, toutes les fuites de données desquelles on est tous les victimes. Regardez encore celui de la PHP, je crois que c'était la semaine dernière, sur les tests Covid qui ont fuité. On en est tous les victimes et ça va poser des enjeux gigantesques pour les années à venir.
Donc voilà ce que j'ai appelé des enjeux plus grands que nous, mais dont je crois que dans chaque entreprise, il faut prendre conscience, se poser les questions et faire les choix qui vont avec. Je crois qu'il y a 4 grands enjeux, finalement, autour des données, 4 grands enjeux plus grands que nous, qui mettent l'entreprise aussi face à des choix sociétaux, qui sont finalement la protection des données. Alors cet enjeu-là, il est quand même très bien encadré, hein. Il s'appelle le RGPD. Il va falloir être maintenant très sérieux sur son application. Et si on n'est pas obligé par la CNIL, qui multiplie les recommandations, les amendes, etc., il va falloir absolument que les entreprises le fassent maintenant de manière extrêmement sérieuse, sans reculer, sans tortiller, comme c'est le cas depuis plusieurs années, depuis que le RGPD est entré en application, voire même les réglementations CNIL depuis les années 70. Donc ça, c'est le premier sujet. Il va falloir être très sérieux sur celui-là. Second sujet, c'est celui de l'éthique de l'IA. Ça peut vous sembler extrêmement loin, les sujets d'éthique, mais je vais vous donner un exemple pour une équipe marketing. Un site e-commerce qui vend du bricolage. Lors de la crise des gilets jaunes, leur moteur de recommandation, quand un client achetait un gilet jaune, venait proposer « Vous avez acheté un gilet jaune, vous aimerez acheter aussi une boule de pétanque, une batte de baseball, une barre en fer ou tout autre projectile ou objet qui pourrait être utilisé comme une arme. » Ça leur a posé des questions énormes. Bien sûr, le moteur de recommandation avait raison. La corrélation des ventes montrait que quand on achetait un gilet jaune, on achetait quelque chose qui pouvait servir d'arme avec. OK, c'est la réalité froide des chiffres des ventes. Mais eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut laisser cette recommandation-là sur notre site web? Est-ce qu'on peut envoyer des mails incitant à ça derrière? Parce que le moteur de recommandation envoyait aussi des mails, bien évidemment. Comment on fait ça? Et là, vous voyez bien qu'on est face à un sujet purement d'éthique, au sens de la philosophie, au sens des valeurs que veut véhiculer l'entreprise. On n'est plus face à un sujet de data science, on n'est plus face à un sujet de gestion des billets et de transparence de nos algorithmes. Là, on est face à un véritable sujet de valeurs et de philosophie et de choix que voudra faire l'entreprise. J'ai quelques autres exemples comme ça qui concernent directement l'entreprise, parce que bien souvent, les sujets d'éthique nous paraissent très lointains. On parle de sujets beaucoup aux États-Unis aussi, on parle de sujets de non-équité, etc., etc. Mais ça va devenir une réalité pour toutes les entreprises très vite. Troisième sujet, incontournable, l'impact environnemental. On a beaucoup parlé de l'impact des solutions cloud, on parle beaucoup de l'impact des solutions, des algorithmes de deep learning qui nécessitent des moyens énormes en termes de consommation électrique pour être entraînés notamment. Donc oui, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Les recherches se concentrent aussi beaucoup là-dessus pour réduire l'empreinte environnementale de nos algorithmes et de l'usage des data de manière générale. Et puis, dernier sujet, et qui implique aussi un sujet de compétitivité, c'est la question de la souveraineté. Les solutions de data se passent de plus en plus dans le cloud. En attendant des solutions cloud de confiance véritablement compétitives, ne nous masquons pas derrière notre petit doigt, on a massivement recours aux solutions des gros acteurs du cloud américains notamment, et chinois parfois. Et ça pose bien sûr d'énormes questions de souveraineté, de maîtrise de nos propres données. Et là encore, face à ces 4 grands enjeux, chaque entreprise est responsable et ça va mettre une empreinte de chaque entreprise sur les choix qu'elle fait vis-à-vis de la société, vis-à-vis aussi de notre futur quand on parle de l'impact environnemental ou de l'éthique par exemple. Donc je crois qu'il faut avoir conscience de ça. Quand on fait des projets aussi, garder ces pensées-là, voire s'en préoccuper dès le début avec le privacy by design, avec l'ethics by design en particulier. Je vous laisse avec ce petit souvenir du coup. Mon livre « Sortez vos données du frigo » qui est disponible à la librairie du Salon. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions, des remarques ou différents retours, n'hésitez pas. En général, il faut toujours qu'il y en ait un qui pose la première, c'est le moins timide, et après, il y en a d'autres qui suivent. Pas de questions? Eh bien, merci beaucoup alors, et je vous souhaite une bonne suite de salon. Et pour ma part, je serai sur le stand 14 de Business et Décision. Si vous voulez qu'on se reparle dans la journée, ça sera avec plaisir. Bonne journée. Merci.